Des villes comme Bordeaux avaient tellement profité de la période du Covid, on avait vu en quelques années du plus 20%. On se rappelle encore de la folie pour acheter un appartement à Paris, il fallait faire des lettres de motivation. On se rend compte du marché délirant dans lequel on était. De manière artificielle, des projets qui n'étaient pas forcément très intéressants ou très bien travaillés prenaient de la valeur quand même. Aujourd'hui, ça s'est terminé. Ça fait mal pour certains sur le moment, mais l'immobilier, c'est une histoire de temps. Et un investisseur, pour se positionner, il a besoin d'avoir un peu de visibilité sur ce qui va se passer dans les prochains mois. Et quand on n'a pas ça, on a des investisseurs qui se retirent. Si on a des investisseurs qui se retirent, ça a un impact sur le prix. Les meilleurs marchands de biens qu'on connaît, on en connaît toi et moi, c'est des gens qui ont la capacité, quand les opérations ne fonctionnent pas, de détenir l'actif pendant 2, 3, 4 ans s'il le faut. Ils ont vécu des crises, ils sont enrichis dans les crises parce qu'ils ont été capables de laisser passer l'orage et de revendre quelques mois, quelques années après dans de meilleures conditions. Bonjour à tous et bienvenue sur Garder la monnaie. Et on sera sûrement en 2025 quand vous verrez cette vidéo. C'est donc le moment de faire un petit état du marché immobilier en 2024 et de voir ce qui nous attend en 2025. Et pour m'accompagner, j'ai la chance d'accueillir Alexandre, un professionnel du secteur de l'immobilier. Ensemble, on va faire un bilan de l'année écoulée et voir les tendances à venir l'année prochaine. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous dire dans les grandes lignes quels ont été pour toi les faits marquants de l'année 2024 ? On a finalement en 2024 un peu continué sur la lancée de ce qu'on avait vécu en 2023. Donc toujours la continuité, la guerre en Ukraine qui a eu un gros impact sur l'inflation, qui a eu du coup un impact sur les taux d'intérêt, et les taux d'intérêt c'est un indicateur majeur pour l'immobilier résidentiel, mais aussi pour tout l'immobilier commercial de manière générale. Donc ça a eu un impact majeur. On a eu finalement la poursuite aussi d'éléments plus tendanciel, je dirais, qui maintenant commence à se rééquilibrer. Le télétravail, ça a été un vrai enjeu post-Covid, et on commence maintenant à avoir un peu un équilibre entre certaines entreprises qui avaient poussé le bouchon très très loin du télétravail et qui maintenant reviennent un petit peu au bureau. Donc ça permet un peu de voir où on va en termes de direction. Du coup, tout cela a eu des impacts un peu fondamentaux sur la direction des prix immobiliers, sur la direction des taux. Donc ça c'est vraiment ce qu'on a vu en 2024. Ça s'est aussi traduit par un accès au financement très très difficile sur l'année 2024 pour les particuliers comme les professionnels d'ailleurs. Ouais. Et il faut pas oublier qu'il y a eu une grosse instabilité institutionnelle sur le plan politique en France, donc ça a eu beaucoup d'impact aussi, le fait de ne pas avoir de gouvernement cet été, le fait d'avoir eu en fin d'année aussi une crise gouvernementale. Donc ça joue sur le marché immobilier, tout ça ? Ça joue à plein d'égards, déjà parce que du coup on n'a pas eu de budget pour l'année à venir, donc ça c'est aussi dans les tendances, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop de lisibilité sur quels vont être les aménagements fiscaux, est-ce que typiquement comment ça va se passer au niveau du régime des LMNP, on sait que ça avait été touché, comment vont être les budgets, est-ce que les taxes foncières, est-ce que les taxes d'habitation, est-ce que ça va évoluer, comment ça va être financé. Les locations saisonnières aussi qui ont été impactées. Tout à fait, et tout ça en fait ça a un impact. Ça n'a pas que l'impact directement financier dans la poche de chacun, ça a aussi un impact sur la lisibilité et la stabilité. Un investisseur, pour se positionner, il a besoin d'avoir un peu de lisibilité, de visibilité sur ce qui va se passer dans les prochains mois, dans les prochaines années même, puisque l'immobilier c'est du temps long. Et quand on n'a pas ça, on a des investisseurs qui se retirent. Si on a des investisseurs qui se retirent, ça a un impact sur le prix. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ouais, c'est très vrai, ouais. Donc là, on a eu des années, une année qui a été un peu perturbée. On pensait avoir un peu de confort avec l'inflation qui doucement commence à reculer et les taux de directeurs qui sont poussés à la baisse, et du coup un accès au financement qui allait revenir. Mais en fait, tout ça a été encore reporté. Ça a été une année d'instabilité économique, politique. Et du coup, tout ça a un impact fort sur l'investissement de manière générale et sur l'investissement en immobilier en tout particulier. Ouais, c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses quand même cette année dans l'immobilier. Ouais. Il y a aussi l'arrêt du dispositif Pinel, donc un dispositif qui permet de défiscaliser. Même s'il y a d'autres dispositifs qui peuvent peut-être compenser ou autres, ça joue aussi sur les investisseurs et comme tu dis, la mentalité des investisseurs, je pense, en se disant il y a moins de
choses qui sont mises en place pour favoriser l'investissement. Donc, c'est vrai que ça a un vrai impact. On a longtemps eu un gouvernement qui nous poussait à investir dans le neuf via le Pinel, parce qu'il y a un déficit de logement structurel. On a compris que ça allait se terminer. On nous a amené plus ou moins le dispositif de Normandie. Mais là encore, tant qu'on n'a pas de visibilité, on ne sait pas la durabilité de ce dispositif et on ne sait pas si c'est vers cela qu'on va nous pousser. Donc est-ce que maintenant il faut aller restructurer des appartements ? Est-ce que c'est le nouveau sur le plan fiscal ? Est-ce que c'est la nouvelle option à choisir ? Aujourd'hui, beaucoup d'instabilité, un retrait des investisseurs de manière générale, des prix qui ont parfois atteint des planchers. Ça a été une année particulière. Ouais, il y a eu aussi tous les changements de réglementation sur le DPE, etc., où on n'avait plus le droit, ensuite ça a été repoussé, de louer certains logements classés F, classés G, etc. Bon, on voit que c'est, comme tu dis, c'est un jour blanc, un jour noir, on sait pas trop sur quel pied danser, donc tout ça, ça favorise pas l'investissement, quoi, clairement. Non, pas du tout. Et ce qui est intéressant avec ces dispositifs-là, typiquement le DPE et tout ce qui est normes environnementales ou normes ESG. ESG, c'est toutes les normes environnementales, sociétales et de gouvernance. Et ça a été une thématique typiquement très forte, qui a été renforcée pour la pandémie. Et ça allait des investisseurs particuliers, si tu veux, aux investisseurs très professionnels, aux fonds d'investissement. On levait de l'argent sur ces thématiques-là. Ça, aujourd'hui, c'est des choses qu'on voit bouger. On le voit bouger, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un cadre clair sur le plan gouvernemental. Là, tu parlais du DPE. Effectivement, le DPE, on nous disait qu'à partir à telle année, un DPE d'une certaine lettre... Ouais, c'était interdit à la location. C'était interdit à la location. Ça, on a vu que ça commençait à être tempéré, que ça a aussi été repoussé. Et donc ça, c'est un premier facteur qui a fait que ça a bougé. Moi, ce que je note aussi comme une des tendances fortes de l'année dernière, une des tendances fortes pour moi, ça a été que tous ces enjeux verts, entre guillemets, on a tendance à les mettre de côté. Pourquoi ? Parce que on a moins de rentabilité sur les projets et que la priorité revient à la rentabilité. Avant, tous ces enjeux qui avant étaient un bonus, qui était accessoire, maintenant, en fait, quand il y a de la liquidité, pour différencier tel ou tel projet, on va aller chercher l'aspect vert. Quand il y a moins de liquidité comme aujourd'hui, la première chose qu'on va chercher, c'est le rendement. Et donc ça, l'aspect économique est redevenu prioritaire. Et je trouve qu'on délaisse de plus en plus ces aspects environnementaux, surtout quand, encore une fois, ils ne sont pas encadrés de manière claire. On ne sait pas où aller. Oui, c'est ça, c'est que ça change du jour au lendemain et on ne sait pas quelle direction prendre, donc on ne peut pas se projeter facilement dans ces conditions-là, quoi. Exactement. Il y a un vrai déficit de projection, sur l'année 2024 et même sur l'année 2025. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on a un gouvernement qui vient tout juste d'être... Ouais. Mais on sait qu'il n'est pas durable. Donc il faut espérer que l'investissement ne reviendra pas que à l'issue de la prochaine élection présidentielle, parce qu'on a encore un peu de temps sinon. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et les taux, selon toi, ils ont impacté aussi, parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup, voire c'est la première chose à laquelle on pense souvent, les taux d'emprunt, etc. Et ça joue forcément sur le marché. Les taux ces dernières années étaient tellement bas que les prix n'ont pas arrêté d'augmenter. Est-ce que le fait de remonter les taux, ça n'a pas aussi remis le marché un petit peu dans un état, on va dire, normal, quoi? Et, écoute, c'est une remarque intéressante parce que j'ai tendance à penser que les taux qu'on avait en début d'année 2023, en début d'année 2024 et en fin d'année 2023, on était sur des taux qui étaient quand même historiquement assez élevés. Si on prend un historique récent, quand on arrive avec des taux directeurs qui sont de l'ordre de 4%, c'est élevé. Et on peut pas, globalement, on n'est plus habitué à faire du business avec des taux comme ça. Et ça se traduisait par des taux d'emprunt, du coup, qui étaient très élevés. Ouais. Aujourd'hui, on a vu les taux baisser régulièrement. La Banque Centrale Européenne abaisse régulièrement les taux. On a encore des projections d'abaissement pour 2025. Et on revient à des niveaux qui sont plus, je dirais,
normaux de taux. Si on prend une moyenne de 20 ans, on est sur des taux qui sont beaucoup plus normaux. Et je pense que ça a permis, en fait, finalement, de normaliser le marché. Oui, c'est ça, parce que c'était un petit peu la fête, on va dire, ces dernières années. Tout le monde pouvait investir, on trouvait de la rentabilité dans des projets beaucoup plus facilement, sans forcément que le projet soit rentable lui-même de base. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est ça. C'est que, en fait, finalement, de manière artificielle, des projets qui n'étaient pas forcément très intéressants ou très bien travaillés prenaient de la valeur quand même. Aujourd'hui, ça s'est terminé. Ouais. Des projets qui sont pas bien localisés, qui sont loin des transports, tout ça, ça trouve plus de preneurs. Et ça trouvera plus de preneurs dans les prochains mois. Maintenant, il faut que tu aies un projet qui soit bien localisé et il faut qu'il soit un petit peu pensé. Mais maintenant, on recommence à être dans des niveaux de taux où tu peux financer tes opérations et quand même gagner de l'argent. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Il faut être sélectif sur ce que tu fais, mais maintenant, ça redevient cohérent de faire appel à la dette pour faire des opérations. Et donc, c'est quand même beaucoup plus facile maintenant d'être dans un marché comme ça. Moi, si on commence à rentrer directement dans une tendance, mon analyse du marché, c'est que les 12, 18, 24 prochains mois vont voir des niveaux de taux de ce type-là. Des niveaux de taux d'intérêt de ce type-là, de ce qu'on a à peu près aujourd'hui, début 2025. Je pense qu'on va rester un peu sur les niveaux actuels. On va rester à peu près sur cette tendance. On va rester à peu près sur cette tendance. Ça va évidemment probablement baisser graduellement, à moins qu'il y ait un événement majeur exogène, mais on va rester à peu près sur cette tendance. Et cette tendance, finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut recommencer à avoir du levier, à avoir du financement qui t'aide à faire des opérations. Donc c'est pas plus mal, je pense. Ouais, parce qu'on était quand même sur un truc, on va dire, un peu exceptionnel ces dernières années. Je crois que ça s'est jamais vu dans l'histoire du prêt immobilier, en tout cas en France, des taux aussi bas, à moins de 1% sur plus de 20 ans. C'était exceptionnel. Je pense pas sûr qu'on retrouve ça un jour, quoi. Après, je prédis pas l'avenir, mais... Ouais, tout à fait, t'as raison. C'était exceptionnel. Dans l'histoire économique française, c'était quelque chose d'inédit. Même sur le plan européen, c'était quelque chose d'assez inédit. Aujourd'hui, encore une fois, aujourd'hui, on se finance globalement, un particulier va se financer autour de 3%, si je dis pas de bêtises. Finalement, c'est des choses qu'on a vues. C'est des choses qu'on voit qu'on a vues pendant des dizaines et des dizaines d'années, et ça n'a pas empêché pas mal de gens de s'enrichir en faisant de l'immobilier. Donc là, on recommence à être sur une tendance que je trouve saine, sur un marché qu'on connaît, des taux qui sont pas délirants, donc des prix qui vont pas s'accélérer de manière délirante. Ça retient un peu la hausse des prix aussi, sûrement. Ouais. Enfin, ça a même engendré une certaine baisse, après avec des disparités en fonction des villes ou des régions, mais c'est ce qui a aussi ralenti la hausse des prix de l'immobilier ces 2 dernières années, quoi. Ouais, clairement. Tout simplement, déjà, un certain nombre de foyers, si on parle de résidentiel, un certain nombre de foyers n'avaient déjà plus accès au financement. Ça, c'est une première chose. Ça a été, et d'autres avaient... une réduction forte de leur pouvoir d'achat. Je crois que dans certaines villes, on parle de 5... Je crois qu'à Paris, même, on parle de 5 mètres carrés en moins en termes de possibilité d'achat. Donc, ouais. Quand t'as un foyer, quand t'as une famille, 5 mètres carrés, c'est énorme dans une ville comme Paris. Et ça s'est traduit, du coup, par moins d'acheteurs, des acheteurs qui achetaient plus petits, des prix qui baissaient. On a vu des baisses de prix de l'ordre de 5% à Paris. On a vu des baisses dans certaines villes de l'ordre de 20%, dans certaines villes de région. Mais encore une fois, si on a un tout petit peu de recul historique, des villes comme Bordeaux avaient tellement profité de la période du Covid, ouais, qu'on avait vu des prix s'accélérer de manière déliante. On avait vu en quelques années du plus 20%. Ça ne se fait pas. Enfin, il n'y a pas de raison fondamentale à ce qu'une ville prenne autant en valeur en si peu de temps. Donc, ça, c'est finalement le marché qui s'est un peu assaini. Ça fait mal pour certains sur le moment, mais l'immobilier, c'est une histoire de temps long. Donc ça reviendra tranquillement. Si les fondamentaux sont bons, ça reviendra tranquillement. Il faut prendre un petit peu de temps. Ceux qui ont aussi été beaucoup pénalisés par cette année 2024, je pense que c'est tout cet afflux que tu avais eu
post-confinement, de gens qui sortaient de leur métropole pour acheter des maisons de campagne, des maisons en banlieue parisienne, etc. Ouais. Et là, tu avais vu des augmentations de prix post-confinement qui étaient très très élevées. Ouais, c'est vrai, ouais, dans certains villages ou autres, les prix ont augmenté parce que tout le monde disait les Parisiens vont acheter, etc. Ça fait augmenter les prix. On va voir dans les années à venir comment ça va se passer en termes de revente pour ceux qui voudront peut-être pas les conserver sur du long terme, comme tu dis. Après, c'est peut-être pas une mauvaise chose non plus d'investir ou d'acheter quand les taux sont hauts, dans la mesure où si à l'avenir ils venaient à baisser, il est aussi possible de les renégocier. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont involontairement, j'ai envie de dire, enrichis en achetant en 2007, 2008, 2009, où les taux étaient à 4,5%, et 10 ans plus tard, finalement, se retrouvent à renégocier des taux à 1,5%, et donc, par conséquent, réduire soit la durée de leur prêt de 5 ans, voire plus, soit les mensualités de quasiment 20%, quoi. Donc ça augmente encore la rentabilité d'un bien, ce qui prouve que peut-être qu'acheter aussi sur des taux hauts peut devenir encore plus rentable à l'avenir si les taux venaient à baisser, à condition évidemment d'acheter correctement. Tout à fait. En fait, enfin, t'as complètement raison. Moi, je mettrais 2 nuances à ça. Déjà, il faut avoir les moyens. Mais si on a les moyens de se financer dans un environnement de taux haut, il faut y aller. À la seconde nuance étant que il faut y aller, mais il faut se dire qu'on a le temps, parce qu'on ne sait pas quand on reviendra dans un environnement de taux plus favorable. Oui. On ne sait pas, et on ne sait pas si on va pas être soumis à une seconde crise qui va encore perturber les prix, perturber les financements. Donc ça, il faut juste avoir ça en tête. Mais aujourd'hui, oui, si on a les moyens de se financer dans un environnement comme celui-là, il faut le faire. Déjà parce que la compétition est moindre. On a vu dans certains marchés où pour acheter un appartement, on se rappelle encore de la folie, pour acheter un appartement à Paris, il fallait faire des lettres de motivation. C'était il n'y a pas si longtemps. Des offres sans même avoir visité, quoi que ce soit. Exactement. Tu te rends compte du marché délirant dans lequel on était. Et ça, ça aujourd'hui, c'est plus ce marché-là. Donc déjà, tu as une facilité pour acheter des biens. Donc ça, c'était à Paris, mais finalement, c'était un peu la même chose partout. Dans toutes les grandes métropoles, t'avais un peu des sujets de ce genre-là. Donc ça, tu t'évites ça. Ensuite, dans un environnement de taux haut, mécaniquement, tes prix sont un peu plus bas. Parce que les gens ont moins de pouvoir d'achat, donc le prix baisse un petit peu, donc t'as un accès plus facile. Troisième aspect, dans un environnement de taux haut, ceux qui ont les moyens de se financer, ils ont un meilleur pouvoir de négociation par rapport aux vendeurs. Il faut aussi souvent mettre peut-être plus de cash, plus d'apport dans ces conditions-là, où le coût du prêt, le coût de la dette est plus élevé. Si tu as du cash, c'est encore mieux, quoi. Exactement. Et donc ouais, non, ça va être une bonne période. Encore une fois, sous réserve d'avoir le temps de pouvoir laisser passer un peu l'orage. Et d'accepter que potentiellement ça peut durer un certain temps et que tu vas pas renégocier ton taux dans un an. Que si tu vas... Oui. Comme tu l'as dit, de toute façon, l'immobilier, c'est sur du long terme, généralement. Donc, il faut se projeter sur du long terme, pas essayer de prédire dans 1 an ou 2 ans ce qui va se passer, quoi. Ouais. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, mais l'immobilier sur du long terme, et on voit beaucoup de choses passer sur les réseaux, mais même quand tu fais du marchand de biens, les meilleurs marchands de biens qu'on connaît, on en connaît, toi et moi, les meilleurs marchands de biens, c'est des gens qui ont la capacité, quand les opérations ne fonctionnent pas, quand l'environnement de marché n'est pas bon, qui ont la capacité de porter leur opération plus longtemps. L'immobilier, même pour du marchand de biens, même pour des opérations d'achat-revente, comme ils disent, ça dure pas 6 mois. Il faut avoir un business plan où tu vas être capable de détenir l'actif, pendant 2, 3, 4 ans s'il le faut. Oui, bien sûr. Et donc pour ça, il faut que l'actif soit suffisamment bien pour que ça marche dans un scénario alternatif. Donc ça, il faut bien que les gens aient ça en tête. On voit beaucoup de formules magiques, des allers-retours en 6 mois, et tu vas être... Non, tous ceux qu'on a vus qui font ça de manière sérieuse et qui durent dans le temps, ils ont vécu des crises,
ils sont enrichis dans les crises, mais aussi parce qu'ils ont été capables, parce qu'ils avaient bien acheté, de détenir leurs actifs plus longtemps et de laisser passer l'orage et de revendre quelques mois, quelques années après dans de meilleures conditions. Ouais, bien sûr, il faut anticiper le pire pour pas se retrouver bloqué en cours de route, quoi, on va dire. Tout à fait. Et donc pour toi, est-ce qu'à ton avis, actuellement du coup, ou dans les mois à venir et sur l'année 2025, on est sur un bon moment où on est à la croisée un petit peu des taux qui sont redescendus, des prix qui ont légèrement baissé, voire stabilisé, enfin stagné ces derniers temps, pour un investisseur qui souhaite se lancer par exemple, ou quelqu'un qui souhaite acheter sa résidence principale ou autre, est-ce qu'à ton avis on est sur un bon moment? Qu'est-ce que tu penses toi pour l'année à venir? Ouais, je pense qu'on est sur un assez bon moment. D'ailleurs, cette fenêtre peut être assez courte. Pourquoi ? Parce que je pense que beaucoup de gens ont reporté leur projet d'achat en attendant de voir ce qui se passe, en attendant d'avoir de meilleures conditions économiques. Là, aujourd'hui, on est toujours dans une fenêtre sur laquelle il y a encore assez peu d'acheteurs. On a encore, notamment pour les VFAP par exemple, on a encore pas mal de promoteurs qui sont dans des situations délicates. Donc finalement qui vont rechercher de la liquidité et en même temps on est dans cette espèce de croisée des chemins où on disait les taux commencent à être acceptables et continuent à baisser graduellement. Il va continuer à y avoir de la variabilité là-dessus parce que l'environnement est très instable, mais on recommence à avoir des taux acceptables. Donc c'est une situation qui est pas mal. On va rentrer à des prix au mètre carré qui sont pas délirants par rapport à ce qu'on a connu historiquement, à peu près un peu partout en France, et on recommence et on va avoir dans pas trop longtemps, à mon avis, un nouvel afflux d'acheteurs, donc qui redonnera de la liquidité. Donc je pense qu'on est dans une bonne fenêtre. On sait pas combien de temps elle peut durer. Il faut toujours faire attention parce que l'immobilier, enfin comme tout actif financier, on sait jamais quand on est au plus bas. Bien sûr. Mais là, en tout cas, les signaux macro sont bons. On a des nouvelles baisses qui sont annoncées des taux directeurs. Donc ça va forcément booster un petit peu le financement. Et puis à un moment, les gens ont besoin de se loger, quoi. Oui. Donc on ne pourra pas reporter les décisions d'achat et les décisions de location ad vitam aeternam. Donc je pense que le timing est pas trop mauvais là. Ok, très bien, merci Alex, c'est très très clair. Et pour finir, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui souhaite investir là actuellement, ça serait quoi ? C'est ce dont on parlait à peu près tout à l'heure. Aujourd'hui, je trouve que c'est une bonne période pour investir, mais si tu dois investir aujourd'hui, il faut se positionner sur quelque chose que tu dois être prêt à garder. Si les choses ne s'améliorent pas comme on veut, si les choses ne fonctionnent pas, si le retour à une situation normale n'est pas aussi rapide que prévu, il faut acheter quelque chose de suffisamment bien pour pouvoir le conserver pendant un certain temps et que ça marche. Il faut un scénario alternatif.